Sud Radio Sport. Alors en ce moment, vous êtes peut-être dans votre voiture pour aller réveillonner en famille ou chez des amis, ou vous êtes peut-être en train justement de préparer le réveillon. Et on est avec vous sur Sud Radio avec un trio de choc pour faire une rétrospective du sport 2021 et des perspectives 2022. Et vous allez voir, allez, c'est un peu Mbappé, Neymar, Messi, mais en version, on va dire, un peu plus âgée. On commence par Nelson Montfort, auteur d'un excellent livre Mémoires olympiques publié chez Michel Lafon. Bonsoir mon cher Nelson. Bonsoir Philippe, bonsoir à vous tous et très heureuse année à tous vos auditeurs. On a avec nous Dominique Grimaud, co-auteur avec un champion olympique, Guy Drut, d'un livre absolument magnifique également, Champions inoubliables, publié au Cherche Midi. Bonsoir Dominique. Bonsoir Philippe, bonjour Philippe, bonjour à tous. Et avec nous, mon homonyme, mais avec qui je n'ai pas de lien de parenté, Fabrice David. Alors son dernier livre, c'est pas un livre de sport, contrairement à l'avant-dernier qui était sur le rugby, c'est un roman. Plus rien ne s'oppose à ma mort. Bonjour Fabrice, ou plutôt bonsoir. Alors, on va commencer les amis, on va parler Jeux Olympiques, on va parler 2021-2022, bien sûr, football 2021-2022, rugby 2021-2022 et multisport. On va commencer par les JO, on va commencer par parler des JO de Tokyo. Alors mon cher Nelson, vous étiez aux JO de Tokyo. Est-ce que des JO sans spectateurs, c'est pas un peu comme disait Diego Maradona, jouer au football à huis clos, c'est comme jouer dans un cimetière? Je crois que la réponse est dans la question. Vous avez tout dit. Et avec le recul nécessaire, il est évident que ces JO auraient pu parfaitement se dérouler à la date pré-indiquée, c'est-à-dire en 2020. Parce que c'est impossible de faire plus que du huis clos. Donc le huis clos du huis clos, ça n'existe pas. Il y a peut-être le 9 clos. Et puis le 9 clos, je ne sais pas. En attendant, c'est vrai que ces Jeux étaient, du point de vue de l'atmosphère, en tout cas, d'une tristesse infinie. Alors, c'est vrai que ça n'a heureusement pas empêché, certaines performances. Nous y reviendrons peut-être. Je pense notamment à Kevin Mayer pour le décathlonien, enfin nous y reviendrons peut-être, mais c'est vrai que et si j'ose dire juste en une seconde, le plus grand paradoxe, et ça peut-être que tout le monde ne le sait pas, le plus grand paradoxe était quand même de voir un stade de baseball où se déroulait le championnat donc de baseball du Japon en voisin environ à 300-400 mètres du stade olympique avec 45 000 spectateurs à l'intérieur. Ça, il va quand même falloir me l'expliquer. On n'est pas trop rentré dans ce type de détails. Alors évidemment, j'ai eu l'explication. L'explication, c'est que le spectateur étranger ne sont pas intéressés par le baseball japonais, ce qui encore reste à prouver. Il fallait pas d'étrangers, si vous voulez. Ça, donc, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a profondément interpellé et je n'ai toujours pas la réponse. Dominique Grimaud, on tombe de l'armoire en entendant ce que nous raconte Nelson. Personne au stade olympique, 45 000 au baseball. Oui, c'est tout à fait surprenant. Mais effectivement, Nelson étant sur place, il est mieux apte que nous à juger de l'engouement de ces Jeux. Moi, personnellement, j'ai commencé très timidement. Je dis pas à les regarder du bout des yeux, mais au fil des jours, je suis vraiment rentré totalement dans la compétition, dans ces Jeux, transporté parfois par les exploits de nos champions, quoi. Et notamment, on va sans doute y revenir, sur les sports collectifs. Ah oui, les sports collectifs, on va en parler justement parce que ça a été une belle moisson. Fabrice David, des JO sans spectateurs, c'était tristounet quand même. Moi, j'ai moins ressenti l'ambiance cimetière que Nelson, puisque j'étais devant ma télé. Donc, on est rentré doucement dedans. Le cimetière, c'était Diego Maradona qui disait ça. Mais je comprends Nelson, dans des stades vides. En revanche, j'aimerais qu'on fasse un point sur le baseball japonais avec Nelson, si c'était possible. C'est un sport national, là-bas. Tiens, est-ce que vous êtes d'éminents journalistes sportifs, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui connaît un joueur de baseball japonais? Ah non, aucun. Il faudrait que je recherche un petit peu, mais il y a quelques héros locaux qui sont vraiment des superstars au Japon. Non, mais comme Dominique, on est rentré doucement parce qu'effectivement, il n'y avait pas de public, parce que ça faisait triste, parce qu'on avait cette chape de plomb de la pandémie, puis on s'est pris au jeu. Alors justement, pour vous, est-ce que ces Jeux, c'est un échec pour le sport français quand on voit le tableau des médailles? Parce qu'on en a quand même pratiquement moitié moins que le Royaume-Uni, qui est un pays européen comme nous et qui a une population peu ou prou équivalente, Nelson. Vous savez, je ne suis pas un grand fanat de ces classements de médailles. J'ai un petit peu de mal avec ça, parce que, si vous voulez, on met sur le même plan un sport comme l'athlétisme, où il y a 200 pays qui participent, à des sports, disons, plus confidentiels, où il y a peut-être 8 ou 9 pays qui participent. Et je pense qu'une médaille d'or au 100 mètres, je sais bien que l'esprit olympique, mais tout le monde à égalité. Enfin, une médaille d'or aux 100 mètres, c'est quand même pas la même chose qu'une médaille d'or au tir à l'arc.
je ne veux pas être désobligeant par rapport au tir à l'arc, mais Oui. il y a quand même un petit peu de ça. Un petit peu de ça. Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Grimaud? Est-ce que pour vous, quand même, c'est pas un bilan mi-chèvre, mi-chou, mi-figue, mi-raisin? Non, je crois que la France est me semble-t-il, à sa place. On a failli dans des sports majeurs olympiques, l'athlétisme et la natation. En revanche, au plan des sports collectifs, je crois que la France est devenue numéro 1 au monde grâce à ces Jeux olympiques. Et moi, c'est ce que je retiens en priorité. Quand on est double champion olympique, hommes et femmes en handball, quand on est demi-finaliste au basket, quand on est champion olympique en volley, voilà, je trouve que c'est absolument remarquable, admirable, quoi. Et moi, j'ai vraiment ces Jeux olympiques de Pékin, c'est ce qui me restera de ces Jeux de Tokyo. Oui. C'est ce qui me restera, quoi. La France, numéro 1 en sport des sports collectif. courts. Ah, ça c'est sûr. Fabrice David. Dans votre question, elle est orientée. Vous dites on fait moins de médailles que le Royaume-Uni. D'accord, mais on en fait plus que l'Allemagne, on en fait plus que l'Italie, on en fait plus que le Brésil. Donc je ne suis pas sûr qu'on en fasse plus que l'Italie. Je ne suis pas sûr qu'on en fasse plus que l'Italie. Et l'Italie, en plus, a remporté des médailles d'or dans des disciplines royales telles que le 100 mètres, le 4 x 100 mètres, le saut en hauteur, médaille d'or partagée. Enfin, j'ai pas le classement sous les yeux. J'ai regardé ce matin, moi, le classement des médailles. On est devant Allemagne, devant Italie et devant Brésil. Donc on est devant des gros pays, derrière d'autres gros. Donc c'est mitigé, voilà. C'est mitigé, cochon d'Inde. Alors justement, parlons des sports collectifs. Là, c'est vrai, Nelson, quand on regarde or en hand masculin, or en hand féminin, argent au basketball, après avoir battu les États-Unis, vous connaissez parfaitement les États-Unis qui sont le pays du basketball par excellence, en phase de poule. On perd contre eux en finale. Et bronze en basketball féminin, médaille d'or au volley masculin en ayant battu la Russie. Là, c'est carton plein, c'est Las Vegas. Je n'ai rien. J'aime bien votre expression. Je n'ai rien ajouté par rapport à ce que vient de dire Dominique Grimaud, effectivement. Et en plus, c'était un week-end de clôture. On garde souvent la dernière impression. Et là, évidemment, elle était merveilleuse. En plus, il y a eu une sorte de joie communicative. J'ai absolument rien à ajouter. Je voudrais. C'est vrai que Dominique disait qu'on a failli en athlétisme et en natation, ce qui est exact. Même si les 2 médailles d'argent, donc de Florent Manodou sur 50 mètres nage libre en natation, donc bien sûr, et surtout de Kevin Mayer, avec 2 journées totalement contrastées, qui vient accrocher la médaille d'argent. Oui, mais il parle à Nelson Montfort après une première journée catastrophique, il explose les compteurs surtout pour la deuxième journée. Il était même prêt à abandonner. Oui, mais c'est l'effet Nelson Montfort. Non, je n'irai pas jusque-là, mais il l'a un peu dit. Il a dit que cette interview là. Mais moi je le dis. Non, mais si vous voulez, c'est un garçon pour lequel j'ai énormément de sympathie. Il le sait. Et je trouve que j'ai une médaille d'argent au décathlon en athlétisme, c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Voilà. Alors, tiens, Dominique Grimaud, Fabrice David, vous qui êtes avant tout des grands fans de foot, si on a bien réussi au handball, si on a bien réussi au basket, si on a bien réussi au volley, le foot aux Jeux Olympiques, ça a été un fiasco total, non? Oui, mais il n'y avait absolument aucune envie de réussir. Oui, c'est pas faux. On a envoyé des joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Oui, mais pourquoi? Ça j'en sais rien, mais en tout cas, si la France n'a pas réussi, c'est de toute façon, elle n'avait pas envie de réussir ces JO. Dominique Grimaud, c'est vrai que quand on voit le fiasco au foot, ça fait de la peine quand même, non? Oui, ça fait de la peine pour des joueurs, notamment comme Savanier, qui est un joueur admirable, on le voit chaque week-end en Ligue 1, qui est très proche, me semble-t-il, de l'équipe de France A de Didier Deschamps. J'ai eu de la peine, effectivement, pour André-Pierre Gignac, que je connais personnellement, et je savais son investissement pour cette équipe de France olympique. Malheureusement, on savait dès le départ que cette équipe de France de foot n'irait pas très loin dans la compétition. Moi, ce que je retiens vraiment en priorité, je dirais, on est habitué au succès des handballeurs français et des handballeuses français. Voilà, on domine quasiment depuis 30 ans ce sport à l'échelle mondiale. Le basket, on sait aussi que nos meilleurs jouent en NBA. Voilà, on a en tête l'action de Batum sur le contre de Batum en demi-finale contre la Slovénie à quelques secondes de la fin. Mais moi, ce que je retiens vraiment, et c'est l'image pour moi de l'image de sport, toute discipline confondue, pour moi, c'est la victoire des volleyeurs. Ah oui, alors je trouve absolument extraordinaire cette victoire, parce qu'on ne s'y attendait pas.
Et moi, je me suis rapproché de ma télé. J'étais comme Fabrice, je n'étais pas comme Nelson, j'étais pas sur place. J'étais devant mon écran et j'ai fini le 5e set face aux Russes, mais j'ai fini à 30 centimètres de l'écran. Mais ça m'était pas arrivé. Une joie d'enfant, une joie de môme, incontrôlée, immaîtrisable, avec ce smash des Russes qui sort pour quelques centimètres, et cette joie extraordinaire de nos volleyeurs. Pour moi, c'est l'image de ces Jeux, et je dirais presque que c'est l'image de l'année, la victoire des volleyeurs français. C'était grandiose. Kevin Mayer, l'image de l'année aux JO. Les volleyeurs, pour vous, Fabrice David, c'est quoi l'image de l'année aux Jeux Olympiques ? Pour moi, l'image de l'année, c'est la victoire d'Acosta au karaté, parce que le gars est premier et dernier champion olympique de l'histoire de ce sport. Oui, parce qu'il a été retiré pour Paris 2024. C'est totalement fascinant. Lui, il pourra jamais être battu. C'est surtout inimaginable qu'on ne mette pas le karaté et qu'on fasse rentrer le breakdance. Je ne veux pas anticiper sur les JO de Paris 2024, mais il y aura quand même beaucoup à dire sur la modification de ce programme olympique. Ça rend le champion olympique unique dans l'histoire. C'est un côté étonnant, romantique, surréaliste. Voilà. Et un dernier mot, alors on va parler de Pékin 2022, c'est dans quelques semaines, vous y serez, Nelson. Ça vous fait rêver encore à huis clos ? Disons que... Alors, des informations datent... nous sommes le dernier jour de l'année, date d'avant-hier. Ça ne sera pas à huis clos. Non, ça ne sera pas à huis clos. Ça peut évoluer, évidemment, mais il y aura des spectateurs chinois. Pour la petite histoire, sachez que mercredi dernier, donc il y a 2 jours, s'est déroulé à Pékin devant plus de 2000 spectateurs. La comédie musicale Les 10 Commandements, les Chinois sont très amateurs de comédie musicale française. Devant 2000 spectateurs dans un, il y a des grandes salles là-bas, etc. Donc, nous n'allons pas à Pékin pour faire du tourisme, ça c'est certain, mais il y aura du public chinois, mais du public. Très rapidement, ça vous fait rêver les JO d'hiver, Dominique Grimaud et Fabrice David ? Moi, très moyennement. D'abord, j'aime pas l'hiver. Pour commencer, je n'aime pas le froid. Donc non, mais bien sûr que je vais regarder. Moi, je suis un peu embarrassé par le boycottage diplomatique symbolique de quelques nations fortes, comme les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, le Canada. Voilà, ce boycottage, moi, je le sens pas très bien. Souvenez-vous des boycottages passés, déjà anciens. Les JO de Moscou, 84 Los Angeles. Le boycottage des Américains n'avait pas empêcher les soviétiques de rester en Afghanistan 8 ans de plus. Tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Voilà. Ça ne fait pas des miracles. Un mot sur les JO d'hiver, ça vous fait rêver, Fabrice David ? J'espère que la descente de Julien Liseroux ne sera pas concurrencée par un match de baseball chinois. En public ? Non, mais c'est du baseball sur glace, du ice baseball. Excellent. Si, c'est spectaculaire. Le ski, c'est spectaculaire. La descente, de seconde. La descente, c'est fabuleux. Nous avons de réelles chances en patinage artistique, avec notamment un couple de danse sur glace, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, qui sont quand même quadruple champions du monde, quintuple champion d'Europe, vice-champion olympique pour cause d'une bretelle dégrafée. Enfin, vous vous en souvenez peut-être de cette image. Donc voilà, ce sera quand même intéressant à suivre, à des horaires un peu compliqués, mais intéressant à suivre. Mais quelle pression quand on a ce palmarès et qu'on est l'équipe à battre, évidemment, pour aller confirmer. Quelle pression c'est. Allez. C'est ce qui fait le charme olympique. C'est pareil pour les handballeurs à Tokyo, quoi. C'était ça. On va parler de football maintenant. 2021, l'Euro. On va commencer, avec vous, Dominique Grimaud. C'est un échec, cet Euro, en perdant en 8e de finale. Oui, c'est un échec qui est la résultante de 10 minutes d'absence. Contre la Suisse. Contre la Suisse, voilà, le but de Paul Pogba est absolument génial. Voilà, les Bleus mènent 3-1, on pense que l'affaire est pliée. Et malheureusement, ce sont les 10 minutes que Didier Deschamps, qui pourtant maîtrise tous les paramètres et qui a la main sur cette équipe, n'a pas su gérer. Voilà, et cette équipe de France s'est liquéfiée, arrêté de jouer, a permis aux Suisses de revenir, et ensuite c'est l'épreuve des tirs au but, la loterie. Avec évidemment, c'est toujours évidemment un peu la loterie. Et puis ce tir au but manqué par Kylian Mbappé. Voilà, ces 10 minutes d'absence que nous avons payé cash,
malheureusement, parce que je crois très franchement que cette équipe de France pouvait aller au bout, mais de la même manière que les Italiens, les Anglais. Voilà, donc c'est une déception, cruelle déception, sur 10 minutes avec toutes les conséquences que l'on sait. Voilà. Vous êtes d'accord, Fabrice David, c'est 10 minutes d'oubli, d'absence? Eh ben, juste avant ces 10 minutes, il y a eu le but magnifique de Paul Pogba, et puis une joie assez excessive, une joie, il est assez démonstratif, il en fait un petit peu trop, et je me suis dit à ce moment-là devant ma télé, t'enflamme pas, c'est quand même lui qui perd le ballon sur le 3-1. Oui, ça c'est vrai. C'est une grosse déception, Nelson, parce qu'on espérait quand même refaire le coup de 98-2000, on va pas se raconter d'histoire. Oui, je partage tout à fait ce que viennent de dire nos deux interlocuteurs. Et puis après, évidemment, cette séance de tir au but extrêmement cruelle d'ailleurs aussi pour l'Angleterre en finale. Parce que l'Angleterre a souvent échoué dans les séances de tir au but. Il faudrait reprendre des statistiques. L'Euro 96, ils perdent chez eux. Les deux dernières compètes chez eux, ils perdent 2 fois au tir au but. Voilà, donc et là, je pense qu'en plus, en finale, à Wembley, chez eux, ça a dû être assez difficile à... Enfin, c'est ainsi, c'est le sport. Moi, j'ai bien aimé cette équipe d'Angleterre. Je pensais vraiment que... Je pensais vraiment. Mais bravo aux Italiens qui n'ont pas volé leur victoire. Je serais heureux d'avoir l'opinion de Dominique, qui est un grand spécialiste et qui, je sais, aime beaucoup le football anglais, mais je ne sais pas ce qu'il en pense. Dominique Grimaud, il supportait l'Italie ou l'Angleterre en finale? La Nationale ou les Three Lions? J'avais quand même une préférence pour la nationale. Mais c'est culturel, quoi. C'est-à-dire que et puis c'est lié aussi à l'histoire du foot et bon, Michel Platini, d'origine italienne. Je l'ai suivi à l'époque quand il portait les maillots d'Ajuve. Voilà, j'ai toujours une faiblesse pour le football italien. C'est vrai que ce football italien a été marqué très longtemps par des défenses qui étaient très rigoureuses, et ça remonte aux années 60. Mais je trouve qu'il y a dans cette équipe italienne des joueurs de grande qualité, de très grande qualité, et que leur victoire, franchement, effectivement, les Anglais nous paraissaient peut-être au niveau du spectacle peut-être un peu supérieurs, mais voilà, une finale se gagne. Les Italiens se sont arrachés pour se qualifier pour cette finale et ont parfaitement maîtrisé la finale avec un gardien de but qu'on sait aujourd'hui et qu'on voit chaque semaine, ou quasi, Donnarumma, élu meilleur gardien du tournoi. Donc c'est pas par hasard. Chiesa, qui est un joueur, un attaquant, un des meilleurs attaquants au monde, et qui avait un père illustre et une défense de fer du côté de la squadra. Mais ça encore, c'est culturel. Les Italiens savent défendre depuis toujours. Alors, on va parler, il nous reste 5 minutes, des espérances. Vous vouliez dire un mot sur l'Italie ou l'Angleterre, Fabrice David? Non, moi j'étais en train de penser à Mbappé qui rate son tir au but. Oui. Et je me dis, dans les clins d'œil de l'histoire, dans les clins d'œil qu'on fait peut-être les raccourcis, est-ce que l'année incroyable qu'il est en train de faire, puisqu'il porte le PSG à lui tout seul, et peut-être l'exceptionnelle Coupe du Monde qu'il va faire, est-ce qu'il n'y a pas à l'origine cette grosse désillusion et ce gros coup de massue d'un tir au but? Est-ce que ça ne change pas une carrière? Est-ce que ça ne change pas une vie, ça? Justement, je vais faire un comparatif qui va peut-être me valoir des colibets. 82, Maradona finit sur un carton rouge en mettant un coup de pied dans le visage d'un Brésilien. 86, il est sublime, il vole sur l'eau. Alors Mbappé n'a pas été expulsé, il a juste raté un tir au but, rien à voir. Est-ce que ça peut pas être, tiens, Nelson, la revanche de Mbappé, la Coupe du Monde 2022? Mais ce scénario, je parle devant des spécialistes, mais il me semble que l'Euro 96, qui avait été assez fatal à l'équipe de France... En demi-finale, absolument, au tir au but. Voilà, et donc on sait ce qui s'est passé 2 ans plus tard. Là, c'est un scénario qui pourrait tout à fait se renouveler. On aimerait bien que ça se renouvelle là pour avec un joueur qui a été vexé d'avoir échoué ce tir au but et que toute la France lui soit tombée dessus. Donc... C'était Pedros qui avait raté le tir au but. Oui, mais je parle pour Mbappé. Ouais. Dominique Grimaud, est-ce qu'on pourrait pas rêver d'un bis repetita? Euro 96, on perd au tir au but, on gagne la Coupe du Monde 2 ans plus tard. Oui, on peut tout à fait imaginer que les Français gagnent la prochaine Coupe du Monde. Moi, je trouve que c'est déjà une chose très essentielle, me semble-t-il, c'est que Didier Deschamps, à mes yeux, a trouvé l'équipe type. Il la cherche depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire maintenant, ça fera 10 ans. Et je crois que, à la faveur de l'Euro, on est resté sur un échec, effectivement, face à la Suisse. Depuis, nous avons gagné la Ligue des Nations. Depuis, Didier a essayé de nouveaux joueurs.
Je sais qu'il a des soucis en défense. Je pense qu'avec les deux frères Hernandez, il a trouvé deux défenseurs deux qui cadors. Deux cadors, on peut le dire, oui. Et puis bon, il y a 4 attaquants devant, entre Coman, Griezmann, Mbappé et Benzema. Très franchement, je ne vois pas au monde, dans le monde du foot, l'équivalent de ces 4-là. Je ne vois pas quelle nation peut aligner autant de brillance, autant de technique, autant de vitesse, autant d'explosion, d'explosivité que nos 4 attaquants français. Donc, avec ces 4-là, avec Kanté et Pogba au milieu de terrain, voilà, avec Lloris et toute son expérience, on a sur le papier certainement la meilleure équipe au monde. Vous êtes d'accord, Fabrice David, pour 2022, on fait partie quand même des favoris, malgré l'échec de l'Euro, parce que c'est un échec, perdre en 8e de finale. Dominique dit on a trouvé notre équipe type, peut-être à un détail près, cette défense centrale. Et évidemment, ce que le match contre la Suisse le montre, l'Anglais il saute pas sur un but, Kimpembe il saute pas sur un but. D'ailleurs, Kimpembe est porté disparu depuis un an et demi. Il a plus du tout son niveau. Donc, il reste ce détail, c'est plus qu'un détail, de la défense centrale. Oui. Varane, Lucas Hernandez. Voilà, je fais un petit pari. C'est exactement ce que je voulais dire. J'aimerais poser une question aux spécialistes qui sont autour de cette table. À votre avis, est-ce que l'équipe de France a plus de chances de remporter la Coupe du Monde que le Paris Saint-Germain à la Coupe d'Europe, la Champions League? Tiens, Dominique Grimaud. C'est incomparable. Alors là, sans hésitation, mon cher Nelson, oui. Les Bleus sont plus proches d'un troisième étoile du monde que le PSG en Ligue des Champions. C'est pas pour esquinter l'image du PSG, mais très franchement, sur ce qu'il nous montre depuis août dernier, c'est largement insuffisant. Oui, l'équipe de France a un fond de jeu, elle. Oui, puis bon, il y a un entraîneur qui a tous les pouvoirs, je le disais, qui porte cette équipe de France, qui a une expérience qui est magnifique, qui n'est jamais, qui a les médias avec lui. Le PSG, ça reste un grand point d'interrogation. On ne sait pas si on a retrouvé le vrai Messi, alors qu'il est. On souhaite qu'Mbappé reste, mais il y a toutes les chances pour qu'Mbappé quitte le PSG. Oui. Neymar, il est toujours entre 2 blessures. Il n'y a pas de style. Il y a des joueurs improbables qui sont prolongés alors qu'ils ne jouent pas. C'est totalement il n'y a pas d'identité de jeu au PSG. Aujourd'hui encore, Pochettino est là depuis 1 an et on ne voit rien venir. Moi, je suis assez pessimiste sur les chances du PSG. Déjà, le 8e de finale contre le Real Madrid va être complexe. En février-mars va être extrêmement compliqué avec un retour à Bernabéu. Et puis j'ai une info, il paraît qu'il y a Sergio Ramos au club. Oui, il semblerait. Oui. Messieurs, il y a 3 matchs. On doit faire une pause, donc ce sera plus la France qui gagnera la Coupe du Monde que le PSG qui gagnera la Ligue des Champions. Vous êtes bien sur Sud Radio, on se retrouve tout de suite pour parler rugby. Sud Radio Sport. Alors vous vous préparez à faire le réveillon et on a avec nous non plus un trio mais un quatuor de choc parce qu'on va parler rugby. Avec nous Nelson Montfort, auteur de Mémoires olympiques publié chez Michel Lafon. Avec nous Dominique Grimaud, co-auteur avec Guy Drut et Patrick Mahé de Champions inoubliables au Cherche Midi. Fabrice David, journaliste sportif mais aussi romancier, avec Plurian s'oppose à ma mort, publié chez Feedback. Et il nous a rejoint notre consultant Sud Radio, Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver. On avait un trio de choc, là on a un quatuor de choc pour parler de rugby. Alors on va revenir sur le tournoi des 6 Nations 2021. Est-ce que ça n'a pas été un échec en finissant seulement à la 2e place avec 2 défaites face à l'Écosse et l'Angleterre? Non, je crois que ce serait quand même très présomptueux de parler d'un échec quand on voit ce qu'a connu le 15 de France ces dernières années. Donc sur la forme, c'est pas du tout un échec, loin de là. On a trouvé quelques certitudes pendant ce tournoi. On a trouvé de la profondeur, on a trouvé un groupe, des leaders de jeu. Par contre, en effet, si on creuse un peu plus sur le fond, il y a des défaites qu'on a un peu de mal à digérer, notamment la dernière au Stade de France, sur laquelle on joue encore potentiellement la victoire dans le tournoi, et où il y a cette mauvaise gestion de fin de match. Avec cette bévue de Brice Dulin qui donne la victoire aux Écossais dans les arrêts de jeu. Et donc finalement, cette gestion de fin de match, ça a été un peu le fil rouge et la bête noire de cette équipe de France sur la première partie de saison. On a bien rectifié le tir lors de la tournée d'automne, on finit sur une très bonne note. Mais dans le tournoi,
si on veut être un peu fine bouche, on peut en effet regretter particulièrement cette défaite en clôture du tournoi contre l'Écosse à la vue de la physionomie du match. Fabrice David veut réagir. Mais est-ce que justement la défaite un peu vexante contre l'Écosse de cette équipe brillante en gestation n'est pas à l'origine de la victoire contre les Blacks, finalement, d'une manière ou d'une autre? Ah ben, vraie question. Tiens, Philippe, on fait réagir nos autres invités. Philippe ? Oui. Est-ce que finalement cette défaite contre l'Écosse, que disait Fabrice David, n'est pas à l'origine de la victoire contre les Blacks ? Alors, en partie, parce que ce groupe, il a tiré profit de ses erreurs. Donc, il y a cette fin de match contre l'Écosse. Ensuite, on y reviendra peut-être, mais il y a un peu le même événement qui se produit sur le premier match de cette tournée en Australie, où on ne sait pas trop à quelle sauce vont être mangés ces Bleus, qui arrivent avec l'équipe bis, voire terre, et qui secouent ces Australiens avec une victoire quasiment en poche et une fin de match qui leur échappe. Oui. Donc il y a eu plusieurs épisodes qui ont permis au groupe de travailler mieux dans cette préparation de cette tournée d'automne, et très certainement que ces défaites en fin de match avec ces scénarios qui se répètent ont été travaillés particulièrement. Et en effet, on a vu lors de cette tournée d'automne que la fin de match un peu délicate à aborder contre l'Argentine, et puis ce moment particulier contre les Blacks où ils reviennent, ils recollent au score et où on reprend encore une fois la main, a servi cette équipe de France. Nelson Montfort veut réagir. Non, j'ai juste une question pour Philippe. Je suis un fervent lecteur de la presse anglo-saxonne et j'aimerais demander, est-ce que j'ai lu sur les All Blacks, j'ai lu textuellement que cette équipe des All Blacks était considérée, encore une fois, je cite mes confrères de la presse anglo-saxonne, comme la plus faible équipe des All Blacks depuis 20 ans, qui en plus jouait en blanc, ce qui est très rare. Alors, c'est pas pour minimiser la victoire de la France, bien entendu, mais j'aimerais voir l'opinion de Philippe sur ce qui a été vraiment écrit et à plusieurs reprises chez nos confrères de la presse anglo-saxonne sur cette équipe des All Blacks, les All Whites là. Voilà, exactement. Philippe Spanghero. Elle a en effet été décriée. Le fait est que comptablement, c'est une très mauvaise fin d'année pour les Blacks, qui perdent contre l'Irlande, qui perdent contre nous en France. Donc il y a un rééquilibrage un peu des forces entre le Nord et le Sud là qui s'est opéré lors de cette tournée d'automne. Il faut toujours apporter un bémol particulier par rapport à la période. Parce que sur cette fenêtre des tests de novembre, les nations du Sud arrivent complètement rincées après une saison interminable, et donc les Blacks finissaient par la France après quasiment 11 mois de compétition, alors que nous, on est censé être au pic de forme après avoir repris la préparation physique courant juillet, le championnat début septembre. Donc d'un point de vue physique, on n'est pas vraiment à armes égales. Donc c'est important de relativiser un peu tout ça, pour pas se voir plus beau qu'on est. En effet, elle a montré quelques lacunes, cette équipe des Blacks, sur cette tournée, notamment contre l'Irlande et contre nous. Mais il en reste pas moins que pour les battre, l'équipe de France a quand même proposé un match très plein, qui restera un des matchs références de cette génération. Mais est-ce qu'il y a un creux générationnel en ce moment chez les Blacks, ou où il y a toujours autant de pépites que chaque année? Alors, il y a des pépites. Après, collectivement, on sent qu'il y a des joueurs cadres qui ont pas été forcément remplacés. On sent une faiblesse quand même à certains postes qui étaient des postes très forts du côté des Blacks, un peu vieillissant en deuxième ligne, quelques interrogations au centre du terrain. Donc, il y a quelques questions à se poser, mais sur le papier, cette équipe, elle reste quand même extrêmement séduisante, et elle sera une des grandes nations du prochain mondial, à ne pas douter. Dominique Grimaud, ça fait longtemps qu'on n'avait pas autant rêvé devant l'équipe de France quand même. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, ce que je retiens en priorité, c'est le plaisir retrouvé, d'abord chez les joueurs et chez tous les fans des Bleus. Je crois qu'on attend avec impatience chaque match de l'équipe de France. Ça, c'est dû au style aussi de l'équipe portée, je dis bien portée par Fabien Galtier, moi dont j'apprécie l'action forte et l'action en profondeur.
Donc plaisir retrouvé, l'action de Galtier, l'avènement au plus haut niveau qui va rester comme un des plus grands joueurs français de l'histoire, c'est le demi-mêlée Antoine Dupont. Moi personnellement, bon, n'étant pas vraiment un spécialiste du rugby, mais suivant le rugby depuis toujours, moi j'avais fait arrêt sur image sur le Gallois Gareth Edwards des années 70, qui formait avec Barry John une charnière extraordinaire. Je trouve que cette charnière Dupont-Ntamak, je la trouve magnifique, voilà, magnifique esthétiquement, dans le jeu, dans la technique, dans l'agressivité. Cet Antoine Dupont développe pour moi toutes les qualités d'un énorme joueur de rugby et spécifiquement d'un demi-mêlée. À tel point que je me demande si cette génération, et ça Philippe Sanguero va nous répondre, est-ce qu'on peut d'ores et déjà inscrire les Bleus comme étant quasiment les favoris du prochain mondial qui aura lieu en France, on le sait. Ah ben bonne question, Philippe Spanghero. En tous les cas, ils peuvent plus avancer masqués à la vue de la saison qu'ils ont fournie, à la vue des prestations réalisées. Si, avec les normes sanitaires, il faut avancer masqué en ce moment. Ne parlons pas trop de masques en ce moment, mon cher Philippe. C'est vrai que ça prête à confusion. Mais on a fait une saison extrêmement pleine, avec une tournée dans la forme de ce qu'on a proposé, très intéressante en Australie. On finit la saison par une victoire de prestige face aux All Blacks. Entre-temps, c'est pas vraiment une surprise, mais on apprend qu'on a dans notre effectif le meilleur joueur du monde, qui est le facteur X quand même de cette équipe de France. Donc les projecteurs sont sur nous. En plus, l'histoire est belle, la Coupe du Monde se jouera chez nous. Et il y a quelque chose, je crois, de particulier à cette génération, de ce que j'en vois, de ce que je vois des joueurs qui évoluent dans cette équipe. C'est que c'est la première génération pour moi qui a vraiment pris le virage du professionnalisme de plein pied. Ils sont nés dedans, avec beaucoup d'humilité à la fois, parce que il y a vraiment des mecs bien dans cette équipe. Il y a un collectif, je crois, très fort et très sain, très très bien managé par ce staff qui fait franchement un boulot remarquable. Mais aujourd'hui, on a des joueurs à la fois humbles et à la fois décomplexés, parce qu'il faut pas oublier que une partie importante de ce groupe arrive de la génération des moins de 20 ans, qui ont été champions du monde 2 fois d'affilée, et qui quelque part ont démystifié ces Blacks et ces nations du Sud, parce que ils les ont régulièrement battus, oui. Ce qui n'était pas le cas des générations d'avant. Donc j'en suis persuadé, inconsciemment, une forme de croyance assez forte, qu'on a la capacité à battre tout le monde. Et encore une fois, je le dis, c'est sans manque d'humilité, parce que c'est des jeunes joueurs, mais qui ont vraiment pris la mesure de ce qu'est le rugby professionnel. Fabrice David, justement, ces jeunes joueurs qui ont pris la mesure du rugby professionnel, cette génération dorée, ces jeunes plein d'allant, plein de fougue, et Fabien Galtier, dont on a l'impression qu'il maîtrise totalement tous les événements, je suis en train de me dire, cette équipe, ça lui pose pas de problème en plus d'être favorite, à mon avis. Ça lui pose problème d'être, on peut le dire, un des grands favoris de la Coupe du Monde. Co-favori. Co-favori à très bien 2-3. l'impression. Co-favori. C'est le cas, Philippe ? En tous les cas, le staff va s'en défendre et la communication va être préparée de telle façon que ça enlève de la pression aux joueurs. Donc bien sûr que ça va être remis en question, ce postulat de la part du staff de l'équipe de France. Mais en réalité, on sait ce qu'il en est. Et je crois en effet que ces joueurs-là, ils ont cette capacité à gérer la pression. Alors c'est toujours particulier. Moi, pour avoir discuté beaucoup avec la génération 2007 et la pression qu'a représenté cette Coupe du Monde en France, ce match d'ouverture contre l'Argentine. En plus, vous vous souvenez de l'épisode de la lettre de Guy Moquet lue par le staff, qui rajoutait de l'émotion à l'événement en lui-même. Donc les joueurs l'avaient pas très bien vécu, mais encore une fois, je crois qu'aujourd'hui il y a une génération d'écart, et ces jeunes joueurs, ils sont rentrés très tôt dans le professionnalisme. Pour la plupart, on parle de Dupont, il a joué son premier match en Coupe d'Europe à même pas 18 ans. Romain Ntamak a commencé à connaître le très haut niveau à 18 ans. Donc c'est des joueurs qui aujourd'hui ont vécu des finales, ont vécu des phases finales de championnat, de Coupe d'Europe. Donc il y a quand même. Mais ils ont tout gagné en club, hein. Avec le Stade Toulousain, ils sont champions de France, champions d'Europe. Hein. Voilà, ils bien cette équipe. Oui. Voilà, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné en club. Ils ont su endosser aussi ce statut de favori avec le Stade Toulousain.
Donc c'est toujours un peu particulier quand on revêt le maillot de l'équipe nationale. Mais malgré tout, je crois que ce ne sera pas un élément perturbateur dans la préparation de ce groupe. Nelson. J'ai juste une question. Nelson et après Dominique. Une question très, très, très rapide pour Philippe qui est dans les petits papiers, dans les coulisses des Bleus. Est-ce que Fabien Galtier s'apprête à changer de lunettes? Parce que il a des je sais pas si vous voyez ces lunettes comme des lunettes de ski un peu, etc. Alors, vous me direz, il voit peut-être bien le jeu avec ça, mais je trouve que c'est un garçon en plus très attachant qui gagnerait beaucoup à enlever ses lunettes ou mettre des lentilles, je ne sais pas, ou en tout cas à changer cette forme de lunettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe. Là, je crois que Fabien, il est aussi dans une posture de communication. On le voit lors de ses interviews, des conférences de presse. Il maîtrise tous les paramètres de la communication. Et je crois que les lunettes commencent à faire partie du personnage. Donc il ne va pas en changer. Je le vois pas changer de lunettes. Non. Dominique Grimaud. Oui, Philippe, s'il y a un point faible dans cette équipe de France de rugby, quel est-il? Quel serait peut-être le compartiment à corriger à corriger, il y a cet équilibre à trouver, parce que je le répète, on a bien fini, mais on a eu un début de saison quand même compliqué dans la gestion des fins de match. Donc il y a cet équilibre à trouver entre cette fougue qu'a cette équipe et cette envie de produire du jeu avec cette capacité malgré tout à gérer des matchs. Cette équipe, elle doit encore travailler là-dessus. Va se poser la question aussi des leaders, parce que on a un luxe, on avait trouvé un vrai capitaine en la personne de Charles Olivon qui s'est blessé, qui a été remplacé cet été par Anthony Gelonge qui a pris ses marques aussi dans le leadership de cette équipe et qui s'est installé comme un titulaire. Puis ensuite Antoine Dupont a pris le relais avec beaucoup de succès. Donc c'est un luxe d'avoir beaucoup de leaders, mais à trop avoir de leaders, on peut aussi perdre un peu le fil de qui est le relais du staff. Voilà, alors je cherche des choses à dire parce qu'honnêtement cette saison elle a été enthousiasmante, et puis il n'y a pas grand chose de négatif à dire parce que on a trouvé de la profondeur de banc à quasiment tous les postes. Cette tournée en Australie, elle a permis aussi de révéler des joueurs parce que, et il faut le rappeler, l'équipe de France elle part à cette tournée. Ouais, mais elle part sans les demi-finalistes et les finalistes. Donc ça ampute quand même le 15 de France de la plupart de ses meilleurs éléments. Et donc on révèle encore une fois un Anthony Gelonge dans le leadership. On révèle un Jaminet qui n'avait pas joué une seule minute en première division et qui s'installe parmi les plus grands buteurs sur la scène mondiale en 6 mois. Donc il faut quand même lui laisser du temps parce qu'il y a des choses à dire sur ses performances en club là depuis quelques mois, mais dans le jeu au pied, il a été exceptionnel. Il a tenu l'équipe de France à bout de bras. Il y a Woki aussi qui s'est un peu révélé sur cette tournée en Australie et qui finit très très fort avec cette performance XXL contre les Blacks. Donc on a trouvé de la profondeur de banc un peu partout. Collectivement, on sent un groupe très sain. On a comme leader de jeu le meilleur joueur du monde. Il y a pas grand chose il y a pas beaucoup de warning à mettre, quoi. À part les lunettes. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu des problèmes de riches, parce que quand on voit à certains postes talonneurs, on peut avoir Marchand ou Movaka, à l'arrière on peut avoir Dulin ou Jaminet, on peut avoir Ntamak ou Jalibert à l'ouverture. Est-ce qu'on n'a pas des problèmes de riches à certains postes? Et comme on sort de 10-12 ans de disette, je le dis avec beaucoup de pincettes, Philippe. Je crois que l'équipe de France n'a jamais eu autant de profondeur de banc de façon globale. C'est-à-dire quand on regarde ce qu'on appelle l'épine dorsale d'une équipe, 2, 8, 9, 10, 15, à part à la mêlée où c'est très très dur de tenir la comparaison avec Antoine Dupont, oui. Mais au talonnage, on peut interchanger Marchand et Movaka. En numéro 8, il y a Gelonge qui peut y jouer et il y a Aldrit. À la mêlée, il y a Dupont. Et puis, il y a plusieurs seconds choix. À l'ouverture, il y a Ntamak ou Jalibert. Et à l'arrière, on a Dulin ou Jaminet. Et on oublie aussi un peu vite Boutier,
qui s'était installé il y a ne serait-ce qu'un an comme titulaire du poste. Donc il y a des postes qui sont même triplés. Au talonnage, on peut parler aussi de Bourgarit, qui à chaque fois qu'il a dû prendre sa place a fait de belles performances. Donc tout ça, l'enjeu du staff, c'est que ça reste de l'émulation et que ça tire tout le monde vers le haut dans la performance et que ce soit pas de la mauvaise concurrence malsaine. Mais pour l'instant, on voit que c'est ce qui se passe et que ça crée beaucoup d'émulation dans ce groupe. Fabrice David veut réagir. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux d'avoir deux joueurs de même niveau à plein de postes et que celui qui joue pas se dit objectivement mais je suis pas moins bon que l'autre, quoi? Philippe Sanguiron. Moi, j'ai suivi de près le Stade Toulousain et le Stade Toulousain a très souvent eu ce genre de problématique. Et tout ça, après, c'est à la main du staff. Mais Guy Noves, par exemple, à l'époque, ou Hugo Mola aujourd'hui, savait très bien gérer ça pour s'en servir pour le projet collectif. C'est-à-dire que le joueur qui est remplaçant aujourd'hui sait qu'il va avoir un rôle majeur puisque le coaching permet de basculer des décisions sur des matchs compliqués. Donc il faut garder les joueurs impliqués qui sachent qu'ils peuvent être interchangeables. Mais à Toulouse, vous avez souvent eu des joueurs qui étaient remplaçants au Stade Toulousain et titulaires en équipe de France et vice-versa. Et ça n'a jamais pollué la dynamique de l'équipe. Donc en effet, c'est le point de vigilance et d'attention, mais qui pour l'instant est bien géré. Nelson Montfort veut réagir. Ils peuvent peut-être demander conseil à Navas et Donnarumma. Donnarumma, oui. Voilà, comme ça. Qui est le remplaçant, le titulaire, etc. C'est vrai que parfois ça pose question, Philippe. Ouais, encore une fois, c'est vrai qu'au rugby aujourd'hui, on travaille même pas à 23, on travaille à 30 parce que le staff le dit souvent et ils ont raison. Mais aujourd'hui, même les joueurs hors groupe qui travaillent en opposition toute la semaine, ils ont un rôle important à jouer. Donc il faut simplement que tous les joueurs en aient conscience et qu'ils adhèrent au projet collectif et qu'ils se disent qu'il faut qu'ils restent dans la bonne dynamique parce que au moment où ils auront leur chance, il faudra qu'ils soient capables de la saisir. Mais pour l'instant, vraiment, je crois que c'est ce qui se passe. Et en plus, Fabien Galtier a bien travaillé politiquement avec la Ligue et les clubs pour libérer un réservoir de joueurs plus important, pour travailler avec un groupe élargi, pour préparer au mieux les échéances. Et aujourd'hui, ça fonctionne parce qu'on se rend compte que des joueurs à qui on donne la chance tout de suite, s'inscrivent tout de suite dans le projet de jeu et sont performants. Eh ben, mon cher Philippe Spanghero, on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, dans le premier... Juste un mot. Oui. Juste un mot. Dire à Philippe surtout qu'il embrasse chaleureusement son tonton Walter Spanghero, à qui on pense beaucoup. Il l'embrasse de notre part, bien évidemment. Alors une chose, les vraies voix du sport qui sont avec nous, voyez la France championne du monde de foot en 2022. Je crois qu'elle la voit championne du monde en 2023. On va peut-être arrêter là. On est le 31 décembre, le champagne est au frais, vous pouvez déjà faire des stocks. Pour 2022, ce sera au mois de décembre, la finale le 18 décembre, et en 2023, ce sera en novembre, mais j'ai pas la date en mémoire. Ce qui est rare. Merci beaucoup, Philippe Spanghero, et on te souhaite un excellent réveillon. Je suis ravi d'avoir passé cette fin d'année 2021 avec vous, et je vous dis à très vite en 2022. À très vite. Prenez soin de vous, au revoir. On se retrouve tout de suite avec nos vraies voix du sport pour, un petit point omnisport pour conclure cette année 2021. Sud Radio Sport. Ah, la dinde est en train de chauffer, ou le chapon, je sais pas, et on a toujours un trio de choc avec nous pour conclure cette année sportive 2021. Nelson Montfort, auteur d'un excellent livre, Mémoires olympiques, publié chez Michel Lafon. On a avec nous Dominique Grimaud, co-auteur avec Guy Drut de Champions inoubliables, publié au Cherche Midi, 2 livres avec des histoires magnifiques et des photos magnifiques, et un roman d'un journaliste sportif, Fabrice David, Plus rien ne s'oppose à ma mort, publié chez Feedback. Alors les amis, on va parler d'un sport, on a parlé du foot, du rugby, où ça allait plutôt bien pour les équipes de France, mais là Nelson, c'est vous le spécialiste pour le tennis. Ça n'a pas été une année géniale 2021. Je crois même que ça a été la plus mauvaise année du tennis français, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, depuis, je sais pas, peut-être depuis la guerre. Je n'exagère pas, je crois que, j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais de ne pas retrouver un seul Français en deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem, ça veut dire 16e de finale. Ça. Oui.
Je crois que ce n'est jamais arrivé. Je crois que ce n'est jamais arrivé. À vérifier, français ou française. Comment vérifier, imaginer un tel fiasco? C'est-à-dire que la génération de ce qu'on a appelé peut-être un peu hâtivement les mousquetaires, les 3 mousquetaires qui en fait étaient 4, sont assez éloignés d'Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Ils n'avaient pas d'épée, c'est ça? Comment? Ils n'avaient pas d'épée. En tout cas, voilà, non, ça a été vraiment une année noire. Et puis évidemment, là, je ne vous apprends rien. C'est sûr que les années qui passent ne peuvent en aucun cas être les amis de ces joueurs. Il y a eu des très beaux moments dans le passé. Ce serait faire injure, notamment à Richard Gasquet et Gaël Monfils, vraiment, et Joe Wilfried Tsonga, à un degré moins de Gilles Simon. Ils ont eu des très 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 belles performances. C'est que Richard Gasquet a quand même été en demi-finale de Wimbledon. Plus personne ne s'en souvient. Mais enfin, c'est quand même, je veux dire, c'est pas rien tout ça. Et Tsonga en demi-finale de Roland-Garros. Voilà, et Tsonga en finale de l'Australie en 2008 contre le jeune Djokovic. D'ailleurs, ça, c'est un match qui, enfin bon, on va pas refaire le passé, mais c'est un match, je pense qu'il regrettera longtemps. Oui, longtemps. Et mon fils également en demi-finale de Roland-Garros. Donc, ces joueurs ont eu des grandes performances. Maintenant, il est évident que la relève se fait singulièrement attendre. Dominique Grimaud, c'est vrai que le tennis français, on a connu de plus belles périodes. Hein. Oui, bien sûr, mais moi, à titre personnel, j'ai totalement décroché. J'avoue que j'ai fait arrêt sur image 1983, la victoire du grand Yannick Noah. Depuis, il y a quand même eu, non, Dominique, depuis. Oui, il y a eu Coupe Davis en 91. Non, mais il y a eu d'autres. Oui. Il y a eu quand même d'autres performances individuelles dont je parlais à l'instant. Tout n'est pas à jeter. Comment on peut expliquer, parce qu'on parle d'une année, on peut parler d'une décennie, voire de 2 décennies, où les tennismen français n'existent plus. Pourquoi, comment? Moi, c'est la question que j'ai envie de te poser, Nelson. Non, mais je voulais intervenir. Non, mais paradoxalement, ils ont été pendant plusieurs années à 4 dans le top 20, voire même dans le top 15. C'est ça qui est étonnant. Oui, mais sans jamais rien gagner. Non, mais il y avait en face 3 monstres. Ce qui se passe aussi, si je peux intervenir juste 30 secondes, c'est que les Français, malheureusement, ne brillent pas en France. Ça, c'est un gros problème. Ils semblent un peu, si vous me passez l'expression, un peu dépaysés lorsqu'ils jouent en France. Parce que les performances dont je viens de parler, Tsonga en Australie, Monfils, Gasquet à Wimbledon, etc., sont quand même des performances qui existent. Mais c'est vrai qu'à Roland-Garros, hormis Monfils en 2008, demi-finale contre Federer 2008 quand même, et Tsonga un peu plus récemment, c'est vrai que là, Dominique a raison. Il n'y a pas eu de motif de se réjouir. Et même chez les filles, pas de relève en vue. Chez les filles, je crois que c'est encore pire. Oui, c'est bien, j'osais pas le dire, mais... Oui, je crois que c'est encore pire, parce qu'au moins, chez les garçons, on peut penser, par exemple, vous voulez intervenir, je sais pas, qu'un Hugo Gaston, je suis un peu sur la réserve, mais c'est le nom, le joueur messin, là, qui s'appelle Hugo également, le nom m'échappe à l'instant même. Ça va me revenir. Je pense que nous avons quand même quelques possibilités. Chez les filles, en revanche, ça me paraît extrêmement compliqué. Fabrice David veut réagir. Mais moi, je pense à la relève. J'ai quand même noté cette année qu'il y a 4 Français en demi-finale junior de Roland-Garros. Oui. Et il y en a un 5e qui, lui, fait les demi-finales junior de Wimbledon et de l'US Open. Il a un nom compliqué, il s'appelle Sacha Guemar-Weyenberg, quelque chose comme ça. Donc ça nous fait 5 juniors qui ont fait des demi-finales et des finales cette saison, de Grand Chelem. Donc elle est peut-être pas si loin, cette fameuse relève. Oui, on les connaît pas, mais elle est en peut-être général, pas si loin. les Français gagnent bien en junior et pas trop en senior. C'est quand même ça le problème aussi dans le tennis. Hein. Alors, on va rendre hommage à un grand champion français qui a fait revenir un sport où les Français excellaient pas. C'est un sport mécanique sur le vent de la scène. C'est Fabio Quartararo, champion du monde de MotoGP. Ça vous a fait rêver, Dominique Grimaud? Oui, bien sûr, j'applaudis des 2 mains. Bon, j'ai pas suivi tous les grands prix moto, donc je n'ai rien, moi, en ce qui me concerne. Quartararo, oui, bravo à lui. Pour moi, le champion, d'ailleurs, le journal de l'équipe le montre ce matin, le champion de l'année français, c'est à mon avis assez loin. Bien sûr, Julien Alaphilippe. Ce qu'il fait à Louvain au mois de septembre, championnat du monde, il double son titre de champion du monde. Voilà, depuis là, on parlait du tennis, on peut parler du cyclisme, on n'a pas gagné le Tour de France depuis X temps. 85. Là, on n'a pas eu un champion comme Alaphilippe depuis Bernard Hinault. Il faut remonter 40 ou plus de 30 ans en arrière. La saison d'Alaphilippe et la carrière d'Alaphilippe, elle est tout à fait exemplaire. Je trouve que c'est une espèce de génie, ce garçon. Et ce qu'il a fait à Louvain,
face aux Belges, au flahut, comme on dit, c'était très beau. Petite parenthèse, entre-temps, Fabrice David alias Sherlock Holmes a retrouvé le nom de Hugo Humbert. Hugo Humbert, c'est ça. Relève du tennis français, en tout cas, espérons-le. Il nous reste 1 minute 20, les amis. Quartararo, ça a fait rêver, moins qu'Alaphilippe. Ça fait un petit peu moins rêver parce que devant sa télévision, comme d'habitude, hein, on n'a pas les émotions. Parce qu'on voit pas la tronche du mec sous son casque, alors que le gars qui grimpe comme un malade, on le voit. Donc Formule 1 comme moto, moi j'ai un peu de mal à rentrer dedans, mais l'exploit est exceptionnel. J'ajoute en plus que Julien, je reviens sur ce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Dominique et Fabrice, c'est que en plus Julien est un garçon très bien, est un garçon très très sympa, qui est vraiment très généreux, qui n'hésite pas à se confier, parfois même confier ses doutes, etc. Donc pour moi c'est effectivement l'image d'un champion absolument exemplaire. Eh bien messieurs, je vous souhaite et on souhaite à tous nos auditeurs de Sud Radio un très bon réveillon de Noël. Merci beaucoup Nelson Montfort. De Nouvel An, pardon. De Noël de l'année prochaine. Où on fêtera la troisième victoire en Coupe du Monde. Voilà. Nelson Montfort, auteur de Mémoires olympiques, publié chez Michel Lafon. Notre ami Dominique Grimaud, co-auteur avec Guy Drut de Champions inoubliables, publié au Cherche Midi, et journaliste sportif mais romancier Fabrice David, Plus rien ne s'oppose à ma mort, publié chez Feedback. Merci beaucoup à vous, oui. On a parlé Coupe du Monde de foot, de rugby, mais tout ça ne vaut rien à côté du baseball japonais que j'ai découvert. Absolument, ça c'est grâce à Nelson Montfort. Et bon réveillon à toutes et à tous.